Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 25 juillet 2024. Et voici les principaux titres. Les caféiculteurs de Gitega dénoncent un retard dans le paiement de leur rémunération. À suivre les détails tout à l'heure. Et le phénomène des enfants de la rue, toujours signalé dans les villes de Ngozi et Gitega. La PRODH dénonce la torture à l'égard des combattants de Red Tabara, illégalement détenus par le service national de renseignement. Tout de suite, le développement du journal. Je vous le disais tantôt, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH, appelle le directeur de la prison centrale de Mpimba à montrer où se trouvent les détenus Saturne Minani et Égide Nkurunziza. Pierre Claver Mbonimpa émet cet appel expressement puisque selon lui, il a des informations selon lesquelles ils ont été très sévèrement torturés. L'un d'eux est alité à l'hôpital où il est agonisant et sans aucune assistance. Son co-détenu est également dans un état critique mais reste dans un des cachots de la documentation. Je vous propose plutôt de suivre Pierre Claver Mbonimpa, c'est le président de la PRODH. L'association PRODH demande au directeur de la prison de Mpimba la lumière sur la situation de deux prisonniers, Nkurunziza Égide et Minani Saturne, introuvables dans cette prison depuis le 28 février 2024. PRODH a pu savoir que ces prisonniers ont été livrés au service national de renseignement par la direction de Mpimba, où ils ont subi des tortures intolérables jusqu'à ce jour. Comme Égide était sur le point de mourir, il a été amené à l'hôpital Prince Jean-Charles sous le couvert de son même directeur, sauf le 23 septembre 2024, car c'est bien lui qui a signé un bon de soins qui se trouve à l'hôpital depuis ce 23 juillet 2024, comme nous l'avons constaté. Si par mauvaise chance, ces prisonniers rendent leur âme à cause de ces mauvais traitements, le premier responsable serait le directeur de la prison de Mpimba. Nous allons suivre de près ce dossier et nous promettons à les familles que nous allons les aider pour savoir la vérité sur ce dossier. Pierre Claver Mbonimpa indique que la PRODH continuera à suivre de près le dossier de ces deux détenus. Pour rappel, les deux jeunes gens étaient sur la liste des 19 combattants de Red Tabara extradés au Burundi par le Rwanda à la fin du mois de juillet 2021. Le parti Codebu réclame la libération sans condition des 4 militants du parti MSD maintenus en prison depuis près de 8 ans alors qu'ils avaient bénéficié de la grâce présidentielle. Selon Kefa Nibizi, président de ce parti, il s'agit d'un emprisonnement illégal. Suivez plutôt Kefa Nibizi, c'est le président du parti Codebu. Au niveau du parti Codebu, nous sommes souvent attristés par le fait qu'il y a des personnes qui soient branchées par la justice ou qui purgent leur peine ou qui bénéficient de la grâce présidentielle, mais qui croupissent toujours dans les différentes prisons du pays. Nous prenons par exemple 4 personnes que nous avons entendues qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle au début de l'année 2017, mais qui sont toujours dans les différentes cachots, prisons plutôt du pays, et pour des motifs non valables parce que il n'y a aucun autre dossier pendant à leur endroit. Il s'agit d'une injustice notoire parce que ce genre de personnes connaissent beaucoup de difficultés, du fait qu'ils n'attendent pas de piger les peines pour qu'ils puissent rentrer, ils n'attendent pas d'être branchés par la justice pour regagner la liberté, mais ils ont des dossiers qui n'avancent pas parce qu'ils ont été déjà clôturés par le fait de bénéficier de la grâce présidentielle, mais ils n'ont plus le droit de rentrer et viennent de passer plus de 8 ans en prison.
Il s'agit donc d'une injustice qui devrait être corrigée par la loi. La loi aurait dû prévoir des sanctions à l'endroit des personnes qui devraient libérer de tels genres de détenus, mais qui n'auront pas fait. Mais au moins, la loi aurait dû prévoir des indemnisations que l'État devrait verser à l'endroit de ces personnes-là qui restent détenues pour une longue période sans qu'il y ait une cause valable ou sans qu'il y ait une procédure judiciaire valable qui les maintienne dans les prisons. Donc, pour le cas d'espèce, le parti CODEU demande la libération pure et simple et sans condition de ces 4 détenus et qui ont bénéficié de la grâce présidentielle en 2017, non seulement pour cela seulement, mais aussi pour d'autres personnes qui soit ont été branchées, ont pigé les peines, ont bénéficié de la grâce présidentielle, donc qui sont dans les conditions d'être libérés, qu'ils soient libérés sans aucune autre forme de procès. Pour rappel, les 4 détenus sont Daniel Rugonumugabo, Jean de Dieu Vigirimana, Clément Hatungimana et Gérard Nahimana, tous membres du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD. La découverte inédite de minerais qui enrichirait le pays évoquée par le président Évariste Ndayishimiye n'est qu'un discours politique visant à manipuler les Burundais pour leur faire oublier la crise économique que traverse le pays. C'est ce que déclare André Nikwigize, selon l'économiste, compte tenu du contexte économique chaotique connu par le Burundi ces derniers temps. Les propos prononcés par le numéro 1 burundais relèvent d'un cynisme politique. Les Burundais, à mon avis, ne devraient pas accorder de l'importance au discours du chef de l'État sur les découvertes de nouveaux minerais de coltan et de cassitérite à Murehe, qui, dit-il, vont apporter des recettes faramineuses et qui vont tirer les Burundais de la pauvreté et de la faim. C'est un discours politique comme le CNDD-FDD a l'habitude de le faire, qui font miroiter aux Burundais que les lendemains sont meilleurs. C'est un discours politique pour faire oublier la crise économique grave qui frappe le Burundi actuellement. La pauvreté extrême, la crise de carburant, le manque de devises, les hausses des prix des produits vivriers, le manque criant d'eau, d'électricité et d'eau, la monnaie burundaise qui se déprécie au jour le jour, la crise de gouvernance, etc. Et à la veille des élections, à défaut de présenter un bilan des réalisations, le pouvoir en place veut faire nourrir les espoirs aux populations que bientôt toutes ces crises que les Burundais connaissent ne seront qu'une histoire oubliée grâce à ces nouveaux gisements de coltan et de cassitérite. Et le président de promettre de prendre en main lui-même ce dossier, comme par ailleurs il avait indiqué qu'il va prendre en main la question de carburant, vous vous rappelez. Et tout le monde sait que le Burundi regorge évidemment de réserves minières de toutes sortes. Mais la question que les Burundais se posent est celle-ci. Au cas où ces minerais ont été exploités, en quoi les Burundais ont-ils profité? En quoi le Burundi a-t-il profité? Et dans ce contexte économique extrêmement grave, venir promettre aux populations que leur prospérité proviendra des nouvelles découvertes de minerais relève d'un cynisme politique grave. Cet expert en économie ajoute que le président Ndayishimiye devrait plutôt se forcer à remplir les conditions indispensables pour tout pays qui désire se développer grâce à son sous-sol regorgeant des minerais. Premièrement, il doit entreprendre des études techniques approfondies par des cabinets spécialisés en vue d'évaluer les quantités et les teneurs certifiées de ces minerais. Il s'agira d'en évaluer les conditions d'exploitation et les rentabilités compte tenu du marché international. Et deuxièmement, il doit former des experts nationaux qualifiés. Et ce sont eux qui vont travailler dans l'exploration, l'exploitation et la transformation de ces minerais. Troisièmement, l'État doit instaurer une bonne gouvernance. Il faut un système politique qui se préoccupe de la prospérité du peuple, assurer la bonne gestion des ressources nationales, un système politique qui doit combattre la corruption et veiller à ce que les ressources provenant de l'exploitation ou la transformation minière profitent à toute la population au travers de bons investissements dans l'agriculture, dans la construction d'écoles, d'hôpitaux et centres de santé, dans l'augmentation des revenus de toute la population en général. Et quatrièmement, l'État doit créer un environnement attractif pour les investissements. Tout investisseur a besoin de lois qui le protègent et protègent ses capitaux. Il a besoin de travailler dans un pays sain et paisible où les dirigeants ne sont pas corrompus.
il a besoin de travailler dans un pays où la monnaie ne se déprécie pas chaque jour. Et enfin, cinquièmement, l'État doit diversifier les partenariats. L'État doit travailler avec des partenaires fiables, les entreprises ou les facilitateurs. Ce sont là les quelques conditions pour rentabiliser les réserves minières au profit des populations de tout pays. Et par conséquent, nous demandons au chef de l'État, au lieu d'annoncer des lendemains meilleurs sans fondement, de se préoccuper de savoir comment mettre en place des outils nécessaires pour l'exploitation et la transformation de ces gisements de minerais afin qu'ils profitent aux générations futures. La pénurie du carburant devenue endémique cause du sérieux tort à l'économie burundaise. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Selon lui, cette pénurie a ralenti considérablement l'activité économique. Une situation qui va alimenter la pauvreté. Je vous propose de suivre Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM. PARSEM réexprime encore une fois ses préoccupations par rapport à la pénurie devenue endémique, la pénurie du carburant. Le carburant est un produit stratégique. Cette pénurie devenue endémique est en train de causer un tort énorme sur l'économie nationale. Je ne sais pas si le gouvernement évalue l'impact de cette pénurie récurrente sur l'inflation des biens et services, qui est en train vraiment d'altérer la capacité, le pouvoir d'achat de la population. L'impact de cette pénurie sur la mobilité des gens, la mobilité des personnes, la mobilité des biens. On ne peut pas s'assurer d'une relance économique sans avoir une mobilité facile des biens, des services et des personnes. L'impact sur l'investissement. Maintenant, la capacité d'investissement a lamentablement diminué. On ne peut plus construire. Les coûts de construction, des matériaux de construction sont devenus exorbitants. Le temps perdu, le temps au moment des files d'attente au niveau des stations, le stress que cela engendre au niveau même de la santé, ce ralentissement de l'activité économique, de l'investissement, va même causer un tort sur la capacité du gouvernement de collecter les recettes fiscales. La croissance va être en baisse et on va alimenter de façon chronique la pauvreté. Même quand le carburant est disponible, il faut voir le désordre qui actuellement reste au niveau des stations. La police, des fois, la documentation vient au lieu d'assurer l'ordre. C'est les agents de l'administration, plutôt les agents de la documentation de la police s'imposent comme donneurs d'ordre au niveau même de la distribution de ce produit. On va même écarter les propriétaires des stations alors qu'ils ont investi des fonds substantiels dans la construction de ces stations qui sont capables de servir l'intérêt public. Je crois que quelque part, il faut une rectification depuis. Faustin Ndikumana trouve urgent la mise en place d'un stock stratégique. Pour lui, le gouvernement devrait même contracter des dettes pour constituer ce stock. Encore une fois, Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Quand la solution à ce problème reculant de pénurie de carburant, on a créé la SOPEDO, où est le changement. Mais imaginez que la solution facile, tout gouvernement responsable devrait contacter un crédit à l'extérieur, un crédit concessionnaire, pour investir dans le stockage, dans la capacité de stockage du carburant et constituer au moins un stock de 6 mois. C'est un projet urgent. Augmenter la capacité de stockage du carburant comme produit stratégique et la construction d'un stock de 6 mois, 9 mois, voire même une année. C'est un crédit vraiment qui peut être financé par des bailleurs crédibles. Il faut quand même la stratégie de mobilisation des fonds et des financements extérieurs. Mais il est regrettable si on réalise même les projets continus au niveau du budget du ministère de l'Énergie et des Mines. Ce sont les projets pacifiques à Boussé, des projets dont le démarrage date de plus de 10-15 ans. Le total même des projets du ministère de l'Énergie et des Mines ne dépasse même pas 100 millions de dollars. C'est un montant minable. Pour la relance économique, 100 millions de dollars pour un ministère stratégique de l'énergie et des mines, pour s'assurer de la sécurité au niveau de l'approvisionnement en énergie, c'est un montant minable. Il faut la capacité de mobiliser des ressources pour quand même avoir des projets consistants, comme l'investissement dans la capacité de stockage du carburant et ainsi la construction d'un stock stratégique de 6 mois. C'est ça l'urgence comme projet.
et il faut de l'ordre au niveau des stations de distribution du carburant. Les policiers, les agents de la documentation ne devraient pas venir se substituer à les places des propriétaires des stations pour créer de l'ordre au lieu de l'assurer. Dans un instant, nous parlons société. RPI. La population de la commune Mugina de la province Cibitoke s'insurge contre le favoritisme et les pots de vin qui caractérisent la distribution du ciment de l'entreprise Buseko. Selon cette population, le ciment en question devrait être distribué à chaque citoyen ayant les moyens de l'acheter. Néanmoins, elle ne comprend pas comment les récents 700 sacs de ciment fournis dans leur commune n'ont été distribués qu'à une poignée de gens. Le point avec Walter Kwizera. Le prénommé Jean-Marie de la commune Buganda, qui a gagné le marché dans l'entreprise de Buseko, est pointé du doigt par la population de Mugina dans ses magouilles de la distribution du ciment. Selon la même population, dans les 700 sacs de ciment récemment fournis par le même Jean-Marie dans leur commune, personne parmi eux n'a eu même pas un sac de ciment. Alors que la population avait formé des lignes pour être servies par ordre, seuls les membres du parti CNDD-FDD ont été servis, ce qui a choqué la plupart de ceux qui étaient sur place, témoigne cet habitant. Ils nous ont fourni le ciment ici à Mugina. Au départ, nous croyons que ce ciment était destiné à la population. C'est le prénommé Jean-Marie qui a gagné le marché de Buseko qui l'avait amené. Il s'agissait de 700 sacs de ciment. Mais à notre grande surprise, quand nous étions sur les lignes de tente pour être servis le matin, seuls les membres du parti CNDD-FDD ont été servis. Sur chaque ligne, on a servi que des personnes. Par la suite, les membres du parti CNDD-FDD et ceux qui travaillent au bureau de la commune Mugina se sont rassemblés à l'intérieur du dépôt de ciment pour se partager le reste du ciment. La population est rentrée les mains vides, ce qui n'a pas du tout plu à la population. Pire encore, selon la population de la commune Mugina, c'est le prix du ciment qui s'achète à 45 000 francs du fait que les commerçants achètent en sac de ciment à un prix exorbitant, contrairement aussi au prix de l'entreprise Buseko. Lors de la distribution, un sac de ciment s'achetait à 38 000 francs burundais. Avant, c'était 24 000, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ainsi, actuellement, les commerçants achètent un sac pour 38 000 francs burundais pour que le prénommé Jean-Marie les aide à cacher ce ciment dans le dépôt et le revendre aux habitants par la suite à un prix de 45 000 francs burundais. Les informations en provenance de la commune Mugina indiquent que même les responsables des églises membres du parti CNDD-FDD se sont également habitués à acheter ce ciment en disant que c'est pour les chantiers de permanence du parti CNDD-FDD alors que c'est pour le revendre par la suite à un prix exorbitant. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Mugina pour s'exprimer à ce propos. Les caféiculteurs de la commune Giheta en province Gitega réclament leur argent à l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA. Ces agriculteurs disent que ce retard de paiement les a mis dans une pauvreté sans précédent. Le point avec Nadège et la cause. Les caféiculteurs de la commune d'Ieta font savoir que l'Office pour le développement du café au Burundi a acheté leurs récoltes en avril 2024, mais que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore perçu leur argent. Ces agriculteurs indiquent qu'ils sont dans la peine, car ils auraient déjà reçu leur dû depuis le mois de juin dernier, mais que le mois de juillet va bientôt toucher à sa fin sans avoir été rémunérés. Nous sommes vraiment dans la peine de voir que nous avons vendu notre récolte de café aux stations de dépilipage, lavage de café, mais que jusqu'à présent, ils ne nous ont pas payé notre argent. Auparavant, au mois de juillet, on devait nous payer la deuxième tranche de notre argent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Étant donné que c'est grâce aux revenus tirés de la culture du café qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille, ces agriculteurs ne savent pas comment ils vont survivre. C'est avec cet argent provenant de la vente de notre récolte de café que nous utilisons pour pouvoir payer les avances des engrais chimiques pour acheter les tentes et les outils nécessaires à l'agriculture pour payer les travailleurs
pour payer de l'électricité à la maison qu'ils se ressaisissent vraiment. Ces caféiculteurs de la commune Guiheta demandent avec insistance à l'ODK qui a acheté leur récolte de tout faire pour les rémunérer le plus tôt possible, car la culture du café est leur seule source de revenus. De leur côté, les agriculteurs qui ont vendu leur récolte de maïs à la Nagessa dans cette même commune de Guiheta s'indignent de n'avoir pas encore été payés. Ces agriculteurs indiquent que cette situation a déjà causé des conséquences sur leur vie et demandent d'être régularisés. Éloge Divin Remèche. Après 10 jours de la date de paiement pour les cultivateurs de maïs qui ont vendu leur récolte à la Nagessa, laquelle date a été annoncée par le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodico, il existe toujours des cultivateurs qui n'ont pas encore été payés. Une situation qui frustre actuellement des cultivateurs de la commune de Guiheta qui se sont entretenus avec la RPA. Nous qui avions vendu nos récoltes de maïs durant la deuxième campagne à la Nagessa en commune de Guiheta, nous pensons que nous avions été tous simplement oublié. On n'a pas encore été payé alors qu'on nous avait dit que les paiements allaient commencer. Nous sommes attristés par cette situation. Grâce à l'argent qu'ils comptaient obtenir des dites ventes, plusieurs cultivateurs de Guiheta planifiaient de réaliser pas mal de projets. À l'heure actuelle, ils ne pensent qu'au fiasco de ces projets. Actuellement, il est temps de payer les fertilisants pour la saison C, mais comment le faire alors qu'on n'a pas d'argent? Et prochainement, il sera temps de payer les avances pour les fertilisants à utiliser durant la saison A. Il y a également la rentrée scolaire qui nous attend. On devrait au fait être en train d'acheter actuellement les matériels scolaires pour nos enfants, sans oublier de préparer le Minerval. Franchement, nous demandons à la Nagessa de nous payer pour subvenir à nos besoins. La rédaction de la RPA a téléphoné le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodico, pour recueillir sa réaction, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Pour clore cette édition, la solution au phénomène des enfants de la rue est loin d'être trouvée dans les villes de Gitega et Ngozi. Dans les deux villes, les tentatives d'en finir avec ce phénomène n'aboutissent toujours pas. Aujourd'hui, non seulement les anciens enfants de la rue sont de retour, mais également il y aurait de nouveaux visages. Elvis Nyomungere nous en dit plus. À Gitega, la capitale politique, les enfants de la rue sont retournés dans la rue en grand nombre. Ils sont visibles dans plusieurs lieux, surtout dans les espaces publics. Quelquefois, on les voit en train de chercher de quoi manger dans les ordures. Certains de ces enfants sont accompagnés par les adultes. Oui, ici, dans la ville de Gitega, le phénomène enfant de la rue est toujours une réalité. On les trouve dans les dépotoirs de la plage, au marché central de Gitega. Aujourd'hui, c'est encore pire. On les trouve avec les mamans. Les enfants de la rue, on les trouve également au quartier Swahili et à Kumasanganzira. Dans la ville de Ngozi, la situation est presque semblable. On dirait même qu'il n'y avait jamais eu de campagne de retirer de la rue ces enfants. Ici, chez nous, en Ngozi, les enfants de la rue sont toujours trouvables en grand nombre. Je dirais même qu'ils n'ont jamais été absents. Oui, il y a eu un moment où ils ont diminué, mais pendant un laps de temps. Et ces derniers jours, ils sont revenus en grand nombre. On les trouve en grand nombre au marché. On les trouve également dans les autres endroits comme Kwifereme, Mukigarama, Côté Rubuye et au quartier Swahili. Partout, on y trouve des enfants. Donc, on dirait que la lutte contre le phénomène enfant de la rue n'a été que verbale. Certains habitants de Ngozi indiquent que cela ne dit rien de bon. Ce n'est pas un bon signe qu'il y ait autant d'enfants dans la rue, dans un pays de droit. Non, vraiment. Mais c'est notre humble avis. Le phénomène des enfants de la rue aurait toutefois trouvé une solution harmonieuse au sud du pays. Nous y reviendrons. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 juillet 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.